Régénération Caraïbe, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, le fondateur du bureau d'études Filao, ingénieur conseil. Aujourd'hui, nous parlons d'un projet chaud, le chlordécone. Et pour parler de ce sujet, nous invitons Axelle Beignet. Oui, bonjour. Bonjour Axelle. Axelle qui est la chargée de communication à l'IREPS. L'IREPS qui est l'instance d'éducation et de promotion de la santé. Ok, parfait. Donc, l'IREPS travaille sur les problématiques, entre autres, du chlordécone, puisque c'est la santé de manière générale. Je te propose qu'on rentre directement dans ce que vous faites par rapport au chlordécone. Et peut-être après, tu nous diras ce que fait l'IREPS de manière plus générale dans un deuxième temps. D'accord. Alors, l'IREPS, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, effectivement, travaille sur plusieurs problématiques de santé, ou thématiques, je devrais dire. Et la chlordécone fait partie des sujets sur lesquels on intervient à travers deux programmes, qui sont les programmes JAFA et Titiri. JAFA pour jardins familiaux, et Titiri parce que c'est le nom, en fait, d'une espèce qui est pas mal pêchée ici, qui est aussi connue sous un autre nom qui serait pisquette. D'accord. Voilà, et qui s'intéresse donc à la chlordécone dans les produits de la pêche. Ok. Voilà. Et donc, le programme JAFA, ici, il est quand même assez connu. On en entend souvent parler parce qu'en fait, vous proposez à tout un chacun d'avoir des analyses de sol. Comment ça fonctionne ? Alors oui, le programme JAFA, il est sur le territoire depuis 2009. Et l'un des dispositifs vraiment qui est au cœur de notre action, c'est l'analyse de sol. C'est vrai que sur tout le territoire, les Guadeloupéens peuvent demander une analyse de sol qui est gratuite afin de savoir si leur jardin est contaminé en fait par la chlordécone. Et c'est un programme qui est assez connu parce qu'on a aussi en parallèle mené des actions de sensibilisation et d'information dans les quartiers. C'est vraiment un programme de santé, mais dans la proximité des personnes. Donc, les collègues se sont pendant des années déplacés dans le croissant bananier pour mener des animations, expliquer, faire un peu sortir la chlordécone d'une zone taboue pour en parler, pour aussi voir avec les personnes où est-ce qu'ils en sont dans leur état de connaissance et comment concrètement, parce que c'est ça le cœur de notre message, on peut continuer à cultiver son jardin, parce que c'est quelque chose d'intéressant de s'alimenter de son jardin, d'être dans de l'autoconsommation, tout en préservant sa santé, parce que c'est possible. C'est pas parce qu'on a de la chlordécone sur son terrain qu'il faut arrêter de cultiver son jardin. Donc c'est vrai que le fait d'être allé depuis des années chez des particuliers, ça fait que c'est un programme qui a une certaine notoriété. Ouais, mais malgré tout, il y a encore du monde qui ne le savent pas. Tout à fait. Et c'est quand même super important de tester sa terre parce qu'on peut cultiver, mais pas n'importe quoi. Alors, je dirais plutôt pas n'importe comment. A priori, on peut cultiver tout. Donc, ce qui est important, c'est quand on fait le diagnostic, ça va permettre au foyer de savoir s'il y a de la chlordécone. Et je veux dire que la plupart du temps, il n'y en a pas. Parce que le repère, c'est que la chlordécone, elle a été épandue dans les zones qui étaient cultivées en banane, principalement. Donc, entre 72 et 93. Donc, dans la plupart des cas où nous allons faire des diagnostics de sol, on ne retrouve pas de chlordécone chez les particuliers. Ceci dit, quand on en retrouve sur le terrain, il peut y en avoir un peu et il peut y en avoir quelquefois beaucoup. Donc, en fonction de la quantité qu'on va trouver, en fait, du niveau de pollution du sol, les recommandations, elles vont différer. D'accord. Voilà, à cause de la particularité de cette molécule dont je vais te parler sûrement au cours de ce podcast. Ouais, d'accord. Et donc, si tu veux, les recommandations, ça peut aller de « je fais juste attention concernant mes poules ou l'élevage ». Donc ça, c'est quand j'ai un sol même très faiblement pollué va en fait créer une contamination des poules, de leurs œufs ou des animaux parce qu'ils sont tout le temps en contact. En fait, par leur comportement naturel, l'animal est tout le temps en contact avec le sol, il en ingère, que ce soit un bovin ou un caprin. Donc, on va être plus vigilant en fait sur les animaux quand il y a très peu de chlordécone. Et plus j'en ai, en fait, plus mes recommandations vont aller toucher cette fois-ci les fruits. Surtout les légumes, je devrais dire. Donc, en fait, ce qui est dans le sol et sur le sol. Puisque la chlordécone, elle a une affinité avec la terre et elle a tendance à rester dans le sol. Donc, tout ce qui monte en hauteur
est déjà moins sujet à être contaminé. On va dire la plupart du temps peu ou pas contaminé. Donc, on n'a pas à se poser systématiquement de questions. Les gens se disent souvent, quand ils achètent tous les fruits et légumes, il y a une sensibilité des fruits et légumes. En fait, chaque plante va pousser différemment et va aussi avoir un système qui est différent. La sève ne va pas être distribuée de la même façon. Un ananas, c'est pas un chou, c'est pas une banane. Donc, effectivement, tout ce qui est fruits à pain, pois, on va dire aussi les bananes. Souvent, les personnes pensent que les bananes sont contaminées par la chlordécone. En fait, ce sont des fruits qui sont pas sensibles. De même pour les maracujas. Donc, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire quand on a un sol qui est Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce qu'on pense une fois que le sol est contaminé, que ça monte forcément dans le fruit. Je crois qu'il y a ça et je crois qu'il y a aussi le rôle des médias parce que souvent, quand vous regardez un article sur la chlordécone, vous voyez en fait des bananes comme image d'illustration. Et cette image d'illustration, elle est intéressante dans le sens où d'abord, ça concerne en fait un pesticide qui a été utilisé dans le sol des bananeraies, mais en fait, elle porte à confusion parce que la banane elle-même n'est pas concernée par la contamination, puisque la chlordécone a été épandue au sol, au pied du bananier. Donc, c'est une poudre qu'on mettait tout autour du bananier. Et pas pulvérisée sur les bananes. Encore une autre idée reçue, exactement. Vous avez peut-être déjà vu des images d'épandage aérien quand on parle de chlordécone. C'était pas le cas. Fake news. Donc, dans le sens où il y a bien eu de l'épandage aérien, mais d'autres produits chimiques et pesticides, fongicides, si je ne me trompe pas. Donc, la chlordécone, quand vous parlez à des anciens ouvriers, vous explique bien, c'était une petite poudre blanche qu'ils mettaient à la main, puisque c'était pour lutter contre le charançon du bananier, qui en fait se trouve à la base, qui ronge le bulbe, qui est à la base du pseudotronc. D'accord. Ok. Donc, alors on va parler après de l'ampleur un peu de la pollution et puis des impacts sur la santé. Mais juste pour boucler sur l'IREPS, donc là, c'était le programme JAFA. Et l'autre programme, c'est Titiri. Tout à fait. Et là, c'est plutôt axé sur la pêcherie. Tout à fait, puisque malheureusement, donc la pollution, elle touche l'écosystème dans son entièreté, j'ai envie de dire. On retrouve la chlordécone aussi dans nos nappes souterraines, dans l'eau, en fait, par infiltration. Une fois qu'elle a été mise sur les sols, par infiltration, on va la retrouver dans un premier temps dans les eaux souterraines, puis dans les rivières et dans la mer. Et cela pose question, puisque les zones qui sont à proximité du croissant bananier sont, de fait, les zones côtières, sont de fait contaminées. Et donc, les animaux marins, donc les poissons récifères, vont être plus à risque. Aussi, les crustacés, donc les langoustes, et voilà. Et donc, le programme Titiri apporte une information au grand public sur cette contamination-là, sur les zones d'interdiction de pêche, parce que c'est les mesures qui ont été prises par l'État, c'est de déterminer des zones d'interdiction de pêche, et aussi quelque chose qui est malheureusement assez peu connu, sur les interdictions de pêche en rivière, puisque les wassous sont aussi concernés. Oui, bien sûr. Ouais, les wassous, ça doit être super contaminé. Alors, on a trouvé des wassous qui sont bien chargés, je dirais, quand on regarde les relevés. Et c'est vrai que le risque, il est assez important sur tout ce qui est poissons de rivière, parce que ce sont aussi en fait, ce sont des espèces qui bougent. Et qui vont bouger dans la rivière, qui vont s'alimenter. Et donc, et qui restent longtemps, et ça met longtemps à se développer. En fait, on a trouvé des wassous qui sont des dizaines de fois au-dessus de la limite maximale de résidus. Donc, c'est vraiment des taux qui sont importants. Concentre tu as parlé plusieurs fois du croissant bananier. Alors, les Guadeloupéens, on voit bien ce que c'est. Peut-être les Martiniquais moins, et les Français qui nous regardent, depuis la France, encore moins. C'est quoi ? C'est vrai qu'on a ce jargon-là. Et le croissant bananier, c'est en fait la zone qui, en Guadeloupe, a été cultivée et encore cultivée en banane, puisqu'on sait qu'en Guadeloupe, ce n'est pas une culture qui couvre l'ensemble du territoire. Donc, on va dire que c'est de vieux habitants jusqu'à Goyave-Petit-Bourg. Donc, dans cette zone-là, le risque est plus important, puisqu'on sait que c'est la zone qui a été principalement cultivée en banane à la période de 72 à 93. Ceci dit, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu de culture de la banane et d'usage détourné. Donc, dans d'autres zones, on peut trouver des risques qui vont être des risques faibles, par exemple à Sainte-Rose,
comme je disais, Petit-Bourg, Lamentin, ça nous arrive de trouver de la chlordécone dans ces zones-là. On peut en trouver même à Anse-Bertrand. Récemment, on a fait une analyse. Voilà. Ouais. Donc, a priori, si on ne connaît pas bien l'historique de son terrain, ça peut être intéressant de tester. On peut aussi en trouver aux abîmes. Donc, l'idée, c'est de se dire le risque, il est moins important. Il est plus fort dans le croissant bananier, puisqu'on parle de culture et de traitements qui ont eu lieu année après année. Parce qu'on traite chimiquement les bananeraies. Donc, les sols dans ces zones-là ont absorbé des quantités, sont imprégnés de quantités importantes de chlordécone. Mais même dans ce croissant bananier-là, c'est un risque qui est plus important. Et ça ne veut pas dire que toute la zone est systématiquement... Oui, tout à fait. Il faut avoir des parcelles protégées. Exactement. Il faut vraiment... D'une parcelle à une autre, on peut en avoir ou ne pas en avoir. Ouais, d'accord. Et donc, avec Titiri, vous allez faire surtout de la sensibilisation par rapport aux risques liés à la pêche et à la consommation des poissons. Alors, tout à fait. Titiri, donc, on intervient depuis 2019. C'était d'abord de se présenter et de donner une information générale, aussi de recueillir les questions de la population. Donc, on a lancé, en fait, dès le début, une consultation. Les personnes pouvaient nous envoyer leurs questions. Il y a eu toutes sortes de questions qui ont été posées. Et puis, depuis, on s'attelle à y répondre. Donc, on y a répondu avec l'aide d'un groupe expert, qui sont des personnes qui font de la recherche. Donc, l'Université des Antilles, INRAE, vraiment un groupe qui nous soutient énormément. L'INSERM, avec le docteur Multinier, et qui nous accompagne pour répondre de façon assez précise aux questions de la population. Puis ces questions, elles ont été traitées et à travers des campagnes de communication, on a donné l'information suivante. Donc, c'est vrai qu'on va recommander de ne pas pêcher dans les zones qui sont les plus concernées. Donc, on va passer au moins l'information sur les zones d'interdiction de pêche totale et partielle, sur l'information, comme je disais, sur les rivières qui sont pour la plupart concernées par un arrêté où on ne va pas recommander la consommation des espèces vivantes. Et puis, on passe aussi l'information sur le macaron, parce qu'au final, c'est pour nous le vrai levier pour la personne qui veut s'approvisionner. Comment je fais la part des choses entre un pêcheur qui a fait des efforts, un pêcheur professionnel, qui fait des efforts pour aller pêcher, par exemple au Saintes. On sait qu'à Capesterre, il y a des pêcheurs qui ont fait des gros efforts pour déplacer en fait leur lieu de pêche. Et donc, qui va avoir en plus des surcoûts pour pouvoir respecter cette législation. Et peut-être à un pêcheur qui, lui, n'est pas professionnel ou pas averti, en tout cas qui ne s'engage pas à se tenir à cette législation, pour nous, l'outil principal, c'est le macaron. Donc, c'est le macaron du pêcheur. C'est quelque chose qui a été mis en place par le comité des pêches des îles de Guadeloupe et qui permet d'identifier le formel de l'informel. Donc, le pêcheur est supposé avoir un macaron parce que souvent, on voit les pêcheurs en bord de route ou qui viennent sur les marchés. Je n'ai pas souvent vu de macaron. Et bien voilà, donc effectivement, alors il faut bien observer, il y a des marchés par exemple qui sont clairement identifiés comme à Pointe-Noire, aussi à Loricisque, où on voit clairement, alors ça ne va pas être forcément au niveau de l'étal, mais il y a un macaron qui permet de voir que c'est un lieu de vente de poissons en fait réglementé. Donc le macaron, il ne concerne pas que la chlordécone. En fait, c'est quelque chose qui permet d'identifier vraiment... La provenance. Oui, en fait, c'est le pêcheur qui est à jour de ses cotisations, qui est au courant de la législation, qui respecte en fait toute une charte qualité. Donc, c'est intéressant d'avoir un outil qui est global et dont saurait mieux parler que moi le comité des pêches. Mais il y a aussi donc, le respect de la pêche dans les zones non polluées. Et effectivement, il y aurait une marge de progression parce qu'on voit beaucoup les macarons sur les embarcations des pêcheurs, mais pas encore suffisamment, je pense, sur les étals. C'est quelque chose qui est prévu, par contre. D'accord, ok. Il y a des espèces de poissons, parce que quand même, souvent, des fois même, c'est un peu gênant d'aller demander aux vendeurs, est-ce que tu as ton macaron Ça peut être très gênant. Ça peut être gênant. Est-ce qu'il y a des espèces, quand on ne sait pas, qu'il faut mieux éviter que d'autres, genre les poissons roches ou les poissons qui restent dans les estuaires? Je ne sais pas. Alors, j'ai du mal à dire ça. Parce que, c'est vrai qu'on sait que les crustacés, donc les poissons récifères, voilà. Mais en principe, dès lors qu'on va chez un pêcheur professionnel, en principe, si on a en plus une habitude d'achat, parce que on ne change pas de pêcheur les 4 matins, on peut réussir à identifier quand même le lieu de pêche, d'accord? Parce que c'est vraiment des choses qui sont réglementées. Donc moi, je dirais, même si... c'est pas intéressant d'être dans un discours où évite la langouste, évite le burgot.
ou même évite les... Bon, c'est pas intéressant parce que la langouste, selon le lieu de pêche, elle pose pas de problème. Donc c'est vrai que sur la pêche, on est presque embêté parce que c'est difficile d'avoir un discours tranché. Mais c'est aussi intéressant de ne pas mettre... c'est un peu ce qu'on a vécu avec les ignames pour la chlordécone. Tout le monde disait, les racines, il faut faire attention. C'est pas vrai. Le problème, c'est pas l'espèce, c'est vraiment son lieu de pêche. Oui. Et c'est ce qui est vraiment difficile, du coup, pour notre communication également. D'accord. C'est que les gens auraient préféré pouvoir être vigilants sur tel ou tel. Je dirais, oui, tu vas être plus vigilant sur des poissons récifères, peut-être plus vigilant sur des crustacés. Tu vas être plus vigilant quand tu vas acheter des légumes racines, dans le sens où tu vas peut-être plus interroger la provenance. Voilà. Et effectivement, si j'achète une tomate ou une aubergine, si ma méfiance elle est sur la chlordécone, j'ai pas à avoir de vigilance pour la tomate ou l'aubergine, par exemple. Ouais, c'est ça, le risque est beaucoup Voilà. moindre. Et pareil, en fait, on trouve moins de chlordécone, effectivement, en général, sur les pélagiques. Donc, même si ça peut leur arriver de faire des chasses, donc les pélagiques, on va parler de thon, de dorade, qui sont en fait plus loin, donc dans des zones où il y a plus de dilution, et donc ils sont moins à la côte, puisqu'en fait la chlordécone, elle va plus, il y a une plus grande masse d'eau, donc le risque, il est en général plus faible sur ces espèces-là, qui sont plus éloignées. Ok, intéressant. Et alors, si on parle de l'ampleur du problème du chlordécone, parce que c'est quand même un vrai scandale sanitaire, c'est maintenant, souvent, quand on voyage à l'étranger, c'est une des choses qui revient rapidement. Le chlordécone en Guadeloupe. L'ampleur du problème, tu as des chiffres là-dessus? Tu as des choses à... On sait que c'est des milliers d'hectares qui sont... on sait aujourd'hui que c'est des milliers d'hectares qui sont contaminés. Je crois 12 000, je ne sais plus exactement, je ne peux pas dire de chiffres... On sait que le problème, c'est que cette contamination, elle ne reste pas dans le sol. On la retrouve dans les nappes d'eau souterraines. Donc, ça veut dire que je vais la retrouver dans les sources. Par exemple, beaucoup de personnes en Guadeloupe s'approvisionnent en eau des sources parce qu'ils n'ont pas une distribution d'eau qui est suffisamment, avec les coupures d'eau, donc, qui est suffisamment, qui leur permet de couvrir leurs besoins quotidiens. Quand ils ont des coupures d'eau, ils vont aller au niveau des sources. Et là, les sources, elles peuvent être vraiment chargées au niveau de la chlordécone. On ne va pas retrouver que de la chlordécone dedans, on va retrouver des hydrocarbures. Donc, c'est intéressant pour les particuliers de regarder les relevés des sources. On peut retrouver sur les sites de l'Office de l'eau. Donc, attention aux sources, ça c'est un approvisionnement qui est important en eau pour une partie de la population et qui est malheureusement très chargé. Si on fait une balade aujourd'hui, qu'on va au niveau des sources, on va forcément voir des gens qui sont en train de s'approvisionner, alors que ce n'est pas filtré, cette eau. Et historiquement, ils ont toujours eu ces habitudes en se disant que c'est une eau de source, donc forcément bonne. Donc le préjudice, il est quand même important. On part du sol. Pour les pêcheurs, c'est quelque chose d'incroyable. Du jour au lendemain, ils ne peuvent plus en fait pratiquer leur activité comme avant. Ils doivent opérer des changements dans leur manière de vivre. Pour la population, c'est encore des changements dans des pratiques culturelles qui sont ancestrales. Ça demande de s'adapter quand même. Ça peut représenter aussi des coûts d'adaptation. Si je cultive en bac, c'est pas comme quand je cultive même le sol. On est d'accord, ça a un certain coût. C'est difficile de se rendre compte. L'ampleur, elle est quand même là. Il faut absolument pas la nier. Elle est importante et elle est sur des siècles, présumément. C'est ça. Donc, on est face à quelque chose qui est effectivement une pollution qui est majeure. Et en même temps, oui, il va falloir faire en fait preuve de beaucoup d'imagination et pour pouvoir, parce qu'il y a des solutions quand même, pour pouvoir inventer et trouver des solutions à différents niveaux. Parce que là, j'ai parlé de niveaux qui sont quand même variés. Et là, on n'a pas encore attaqué la question de la santé. Exact, parce qu'en fait, souvent, on pense au chlordécone, on pense à la pollution directe sur l'environnement. Mais les répercussions, comme tu dis, elles ont plein de niveaux. Il y a un niveau culturel, un niveau économique, et puis la santé, justement. Et la santé, alors il y a eu plusieurs commissions qui sont venues, il y a eu plusieurs études, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de lien officiel démontré entre l'occurrence de cancer et puis
Et en même temps, ce que je lis, c'est que je crois que la Martinique et la Guadeloupe sont les zones géographiques sur Terre où la densité de cancer de la prostate est la plus importante. Alors, Oui. c'est quoi Alors. l'état des connaissances là-dessus? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien entre il peut y avoir un lien entre la survenue d'un cancer de la prostate et l'exposition à la chlordécone. En fait, la chlordécone, c'est une molécule, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, on va chercher en fait des liens avec les cancers qui sont hormonodépendants ou les maladies, en tout cas, qui sont hormonodépendantes. Concernant la prostate, le cancer de la prostate, il y a eu il y a des études quand même qui ont montré qu'il y a une augmentation du risque. Et en fait, ce que je pense qui est peut-être pas encore très admis généralement, c'est soit de quantifier cette augmentation du risque. Et en fait, mais on sait qu'il y a probablement un lien. Voilà. Et on peut aller plus loin dans l'affirmation. Bon, là, il faudrait demander à quelqu'un qui en a la compétence. On se dit aussi que ça ne peut pas être le seul, voilà, et qu'il faut chercher beaucoup plus le seul lien sur la santé. Oui. Si on affirme que c'est un perturbateur endocrinien, on peut se dire qu'il y a d'autres conséquences sur la santé. Ouais, on sait qu'il y a des conséquences sur la santé des femmes aussi, notamment on sait et sur la santé des enfants. Donc par exemple, une augmentation du risque au niveau de la prématurité. D'accord. Voilà, récemment, des études ont été faites et on a trouvé des liens en observant, je pense, des cancers de l'estomac et un autre cancer, ça doit être du pancréas. On a trouvé des liens en étudiant la santé des travailleuses, des femmes ouvrières de la banane. Donc, il y a encore tout un champ de recherche et effectivement, on a besoin de réponses plus fermes et plus claires. Ouais. Mais j'ai envie de dire, concernant la prostate, c'est pas en fait, la chlordécone ne serait pas la seule raison à ces taux élevés. Donc, on sait que il y a des prédispositions génétiques en fait à la survenue d'une maladie. Et là, c'est de faire la part des choses entre ce qui est de la génétique. Donc, puisqu'on sait que les afrodescendants sont plus sujets à certains cancers que d'autres. Et ils sont moins sujets aussi à certains. Donc, il y a tous les aspects génétiques. Comme dans toutes les régions du monde, on va trouver des maladies qui sont plus fréquentes de par la génétique. Donc, c'est de faire la part des choses entre ce qui appartient à la génétique et ce qui appartient à notre environnement. Voilà. Et il y a encore des champs. Aujourd'hui, les gens nous posent des questions en disant « Oui, mais en plus, moi, j'ai été en contact avec la chlordécone, mais avec d'autres polluants, en fait, donc aussi, il y a des questions de l'association de différents chimiques dans le corps et de plusieurs perturbateurs endocriniens. Et là, le champ de recherche, il est vaste et on a vraiment besoin de réponses. Mais en même temps, la science se fait dans des temps assez longs. Voilà. Ok. Donc ce lien-là, on pense qu'il existe forcément. On a du mal à le mettre en évidence parce que les recherches commencent et elles vont se poursuivre encore pendant des années. En fait, il y a eu des recherches il y a plusieurs années déjà. Et c'est vraiment quelque chose qui appartient aux scientifiques de quantifier la part attribuable. Docteur Multillier l'a fait et pour lui, c'est quelque chose de très clair. Et aujourd'hui, apparemment, on veut aller plus loin dans ces recherches-là. D'accord. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu par rapport aux instances. On va aller après sur l'aspect juridique parce qu'il y a eu des procès. C'est clair que de reconnaître officiellement un lien direct entre ce polluant et puis une survenue de cancer ou de maladie grave, ça a des répercussions forcément. Il y a quand même des mesures qui se sont mises en place dans les dernières années. Tout à fait. Déjà, aujourd'hui, on peut se faire tester. Alors, effectivement, et c'est quelque chose d'important à dire, par exemple, les programmes JAFA et TITIRI sont financés dans le cadre du plan chlordécone. Donc, le plan chlordécone, c'est une batterie de mesures pour répondre à la situation actuelle. Donc, ce sont des mesures
en fait, qui touche diverses populations. On va identifier les autoconsommateurs des produits du jardin. On va aussi identifier les élèves. Donc, il y a une série d'acteurs qui agissent au quotidien pour ce qui est d'avoir une réponse adéquate à une solution qui est quand même à une situation qui est quand même importante. Ouais. Et parmi ces réponses-là, une des demandes qui a émané de la population, et notamment, je pense, de l'association Vivre, ça a été de proposer la chlordéconomie à l'ensemble de la population guadeloupéenne et martiniquaise. Donc, la chlordéconomie, c'est le dosage de la chlordécone dans le sang. Ouais. Aujourd'hui, Bertrand, si tu vas faire une chlordéconomie, tu sauras ton exposition à l'instant T. Donc, à ce moment-là, précisément. Et ça, c'est quelque chose que tous les Guadeloupéens peuvent désormais faire en allant vers un professionnel de santé qui va leur remettre une prescription et ils pourront aller auprès d'un laboratoire. C'est quelque chose qui est assez récent. Donc, c'est l'une des mesures du plan chlordécone 4. Et effectivement, c'est une façon de savoir, parce que souvent on entend 90% de la population est contaminée. Bon, ça, c'est une donnée qui est assez ancienne d'ailleurs, qu'il faudra mettre à jour. Et oui, contaminé, mais un peu, beaucoup. Voilà, c'est pas très parlant, d'autant plus que ce chiffre-là, il date d'une période où il y avait moins de mesures sur le territoire. Donc, si je veux vraiment savoir à mon niveau personnel où j'en suis aujourd'hui, c'est l'outil que j'ai. Voilà. Et ça, y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que tu peux être contaminé au chlordécone parce que tu en as mangé, tu n'as pas fait attention, quoi. Mais tu peux te décontaminer. Voilà, ça c'est très important de le dire. Il n'y a absolument pas de fatalité. Donc au bout d'un certain temps, notre corps va éliminer la chlordécone, tout simplement à chaque fois qu'on va aux toilettes, je peux le dire comme ça. Et donc on sait qu'en fonction, bien sûr, du niveau de contamination, au bout de 2 à 3 ans, la chlordécone, elle est éliminée. Ouais. Donc, ce qui est intéressant peut-être pour la chlordéconomie et ce que fait l'Agence régionale de santé sur le territoire, c'est que dès lors que vous êtes au-delà d'un certain seuil, en fait, un suivi est proposé. Okay. Et ce suivi va vous permettre d'essayer de trouver qu'est-ce que vous mangez finalement, d'où provient la contamination. Donc, nous, on a beaucoup de gens qui viennent vers nous de par ce biais, c'est-à-dire qu'ils sont allés faire leur chlordéconomie. Et puis, ils se disent, ah, mais je suis quand même, mon niveau d'exposition, il est important. Donc, je vais faire mon analyse de sol pour essayer de voir si ça vient de mon jardin. Donc, je vais me poser des questions sur peut-être les œufs. Parce que, comme je vous disais, les œufs peuvent être... les poules, en fait, vont éliminer, elles, par leur fiente et par leurs œufs. Donc, un œuf peut être vraiment chargé en chlordécone. Il faut être assez vigilant. Et du coup, ça permet de se dire, bon, peut-être ça va être telle ou telle source. Et la personne va être invitée à refaire, au bout d'un certain temps, une chlordéconomie pour voir est-ce qu'il y a une diminution. Ouais, d'accord. Voilà. Et à partir de là, s'il y a diminution, encore une autre fois, donc ça, c'est calé dans le cadre de ce protocole qui est mis en œuvre par l'ARS. Et cette personne-là aussi qui fait sa chlordéconomie peut bénéficier d'ateliers. Voilà, sur comment cultiver, pour mieux comprendre les choses. Et en fait, être acteur de sa santé. Donc ça, ce sont des réponses au niveau individuel. Ouais. Et alors justement, pour aller sur le niveau plus, on va dire, social du problème, c'est vrai qu'il y a quand même une frustration justifiée par rapport à ce scandale sanitaire. C'est qu'on a une île qui est magnifique, et c'est une île. Du coup, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, je veux dire, si on habite là, on ne peut pas déménager à 300 km. Elle a été polluée pour des centaines d'années. Et au niveau de la justice, il y a forcément eu des personnes à un moment donné... Parce que ce qui s'est passé, c'est que le chlordécone a continué d'être utilisé ici alors qu'il était interdit ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Et on sait qui a fait ça ? Alors, non seulement on sait qui, et on sait pourquoi. Mais alors, ce qui est intéressant avec la chlordécone, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe, mais quand même, il y a des acteurs qui ont fait pas mal de recherches. Là, on peut retrouver les homologations et les dérogations successives pour permettre à la chlordécone d'être utilisée sur les sols de la Martinique et de la Guadeloupe. Et on sait
je dirais depuis les années 70, mais au fond même avant, que cette molécule est toxique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait plus de choses sur la chlordécone, bien sûr, mais déjà à l'époque, c'était très clair que c'était une molécule toxique. Ouais. Donc, elle est venue remplacer une autre molécule qui était utilisée, qui était aussi un organochloré, d'accord ? Mais dès le départ, c'est toxique, on le sait, d'accord ? Yeah. Et on le sait d'autant plus que dans les années 70, il y a un accident aux États-Unis. Exact. Avec une intoxication des ouvriers. Donc là, on parle bien d'intoxication parce qu'il y a des niveaux, en fait. Quand je suis exposée directement à une forte dose, on parle d'intoxication. Donc il y a déjà ça. Et ces personnes-là sont gravement malades puisqu'elles sont surexposées. Donc ce sont des informations qui sont disponibles et c'est des informations qui ont été envoyées très tôt aux différents pays. Et cet accident, c'est dans les années 70 aux États-Unis. Hein. Dans les années 70. Ouais. Mais déjà... Et il a été interdit aux États-Unis suite à ça. Ah oui. Mais pas en Europe. Alors, il y a eu des dérogations. Pour l'environnement, on sait, de par la nature même de cette molécule, par sa structure, qu'elle est assez persistante dans l'environnement. Ouais. Voilà. Alors, effectivement, on en sait de plus en plus, et de plus en plus précisément, on sait les choses de plus en plus précisément. Mais le principe de précaution n'aurait pas permis d'utiliser... Après, il faut s'intéresser... Il faut aller plus loin et c'est ce qu'on propose de faire justement dans le podcast qu'on produit sur la chlordécone. On sait que c'est plus complexe que ça. La chlordécone répondait à une certaine logique, d'abord une façon de produire. Dans les années 70, on ne produisait pas comme aujourd'hui, donc on est dans une logique économique. Elle permettait de répondre aussi à des besoins parce que en fait la production de bananes elle était fragilisée par des cyclones et donc en plus le charançon de la banane c'était comme un problème en plus, donc elle répondait à quelque chose. Et aujourd'hui pour lutter contre ce même charançon on utilise une solution qui est naturelle, on n'utilise plus du tout de pesticides. Donc vous voyez comment on a évolué dans notre approche en fait de la gestion même écologique des problèmes qu'on peut avoir sur une exploitation. Ouais, complètement. Ouais. Et donc ouais, il y a cet aspect, cet aspect justice qui est toujours en cours, on va dire. En fait, on réclame encore justice finalement. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Qu'est-ce qui s'est passé récemment là-dessus ? Alors, ce qui s'est passé récemment, vous allez en savoir plus dans le podcast. Mais ce que je peux dire, c'est que tu as dit un mot qui est important. Il y a une frustration. Parce que nous, ce qu'on reçoit tout le temps, c'est des gens qui nous disent « Oui, je vais faire des efforts au niveau individuel. » Bah ouais. Et pourquoi moi je fais des efforts et quelle réponse on donne au niveau collectif ? Et cette interrogation-là, elle est légitime. Et je te dirais même plus, ça va plus loin. C'est que les personnes en fait ont du mal, les Guadeloupéens souvent ont du mal à nous faire confiance dans ce qu'on va leur recommander parce que la question de la justice, elle n'est pas abordée. Donc comment en fait je peux faire confiance ? Parce que pour eux, l'État, c'est quelque chose c'est pas, en réalité, c'est pas aussi simple, mais l'État, en fait, il répond à travers des recommandations, des propositions qui sont individuelles, mais il y a une attente d'une réponse qui serait collective, qui serait donc de reconnaître un préjudice et de le réparer. Et donc, au niveau judiciaire, effectivement, il y a des plaintes depuis des années et il y a eu un non-lieu récemment. C'est ça. Alors, je ne suis pas juriste pour expliciter le non-lieu. Il y a des raisons à ce non-lieu, mais la situation, comment les personnes la perçoivent, c'est que, en plus c'est le mot, non-lieu, c'est que finalement la justice n'est pas faite. Alors qu'on se pose la question de l'application du principe de pollueur-payeur, on se pose la question de qui a donné des autorisations et pourquoi ça a été homologué alors qu'on savait que c'était toxique. Et tant que la justice ne répond pas clairement, ça crée une colère.
Et ça crée aussi une frustration, une impression d'être dans une zone de non-droit. Voilà. Et en tout cas, du coup, une forme de méfiance. Alors récemment, il y a eu des réponses aussi de l'État par rapport à ça sur une réparation qui serait par l'action. Il faut se demander, est-ce que cette réponse-là, elle est à la hauteur des attentes des Guadeloupéens? Bon, moi, là, c'est pas mon rôle, mais par contre, ce que nous, on essaye de faire, c'est de toujours, à travers nos animations, à travers notre travail sur le terrain, donc pour Titiri notamment, on fait des animations de sensibilisation et les personnes nous renvoient ça très fortement, leur mécontentement, et c'est toujours pour nous de nous positionner, l'IREPS fait beaucoup ça, d'être un peu à interface. Comme on est une association, on a des informations qui vont être scientifiques et on a en face une population qui a un besoin de réponse. Et c'est de travailler à cette vulgarisation. Donc, d'une part, à être un peu porte-parole, à retourner vers des instances pour leur dire les personnes ont besoin de réponses sur ça, sur ces éléments-là. Et d'autre part, d'accompagner en fait à une forme de traduction à des solutions concrètes. Voilà, j'ai une batterie de réponses. Comment je peux faire concrètement dans mon quotidien? Donc, nous, on se positionne dans cette interface-là d'essayer de faire remonter fidèlement aussi cette frustration par rapport à la justice qui n'a pas été dite. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais le besoin de vivre quand même au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et puis sur la justice, est-ce qu'il faut se mobiliser plus? Peut-être. Il y a des associations qui s'en sont emparées, qui demandent plus de mobilisation pour faire avancer les choses. Parce qu'il y a des lieux pour se mobiliser. Et donc, il y a l'aspect justice. Effectivement, on peut continuer à aller demander justice. Ça, c'est tout à fait justifié. Mais il y a aussi l'action concrète. Donc là, vous avez de l'action concrète. Moi, la question que je me pose, c'est par rapport aussi à la dépollution. Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il commence à y avoir des pistes? Alors, tout à fait. Bon, déjà, là, par exemple, pour rendre potable l'eau, peu de gens le savent, il y a quand même la solution du charbon actif. Donc, l'eau, elle suit ce procédé-là. Et actuellement, il y a quand même des pistes qui sont explorées, notamment par Sarah Gaspard de l'Université des Antilles pour la dépollution des sols. Donc, qui serait en fait d'utiliser les sargasses, un autre fléau, et donc de les utiliser et de les transformer en charbon pour dépolluer les sols. Alors, donc il y a des actions en cours. Là, ce qui est intéressant avec le plan qu'on a actuellement, le plan Chlordécone 4, c'est qu'il y a un financement conséquent qui est alloué à la recherche. Donc, ce qu'on espère, c'est que les chercheurs pourront en fait avancer sur ce type de solutions pour les rendre en fait applicables. Parce que c'est là toute la question sur la chlordécone. On peut trouver une solution en laboratoire. C'est comment je peux la mettre en œuvre sur une exploitation de plusieurs hectares ou comment je peux la mettre en œuvre dans un petit jardin. Voilà. Mais il y a des pistes de remédiation. D'accord. Alors, on l'espère. Bon, si Dieu veut, parce que c'est vrai que j'ai tendance toujours à penser que quand il y a un problème qui arrive, c'est pas pour rien et ça peut amener du coup une transformation ou des opportunités de se développer, de s'améliorer. Sur la chlordécone, c'est une occasion de se poser la question du jusqu'où on va avec l'usage des chimiques, en fait. Et je me demande, et je pense que chacun peut se demander, si on a suffisamment appris de l'expérience chlordécone. Nous, à notre niveau, en termes de sensibilisation, on sait que si on ne fait pas de pont suffisant entre ce qui s'est passé avec la chlordécone et la façon générale dont on approche notre environnement, donc les pesticides d'une façon générale, les produits chimiques d'une façon générale, si on fait un focus qui est que sur la chlordécone, est-ce que les comportements individuels et collectifs face à l'environnement vont évoluer? Je n'en suis pas certaine. Donc la chlordécone, c'est un rendez-vous aussi avec notre futur, de se dire qu'il y a eu une façon d'appréhender la nature
d'être en lien avec la nature, qui n'est d'ailleurs pas très en phase avec la vision traditionnelle ou ancienne qu'on a de l'environnement, pas comme quelque chose de détaché qu'on peut instrumentaliser, mais de se voir dans cet environnement et comme faisant partie d'un tout. Et c'est ce que ça vient chercher finalement. C'est de se dire, oui, il y a une situation. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas du coup envisager notre relation à notre environnement différemment? C'est le moment ou jamais. Et tant qu'on ne fait pas de lien entre cette pollution majeure et notre activité humaine et son empreinte, en fait, notre façon d'aborder l'agriculture et tout ça, j'ai l'impression qu'on sera passé à côté, mais gravement c'est vrai. d'une leçon, en fait. C'est exactement ce à quoi je pensais, parce qu'en fait, là, c'est le chlordécone, c'est le mot. Mais il y a un autre mot là qui est chaud aussi, c'est le glyphosate, qui est toujours légal et qui est utilisé notamment en Northern ou ailleurs dans le monde. Et on pourrait très bien avoir un autre scandale dans 25 ans, le glyphosate. Et là, on est en train de se focaliser sur le chlordécone qui a déjà eu lieu. Alors, c'est ça, c'est du coup de sortir de ce focus-là. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper. On est d'accord, sinon on ne ferait pas tout ce travail-là. Mais par exemple, dans la sensibilisation, donc on fait de la sensibilisation au niveau des écoles. Ce qui est intéressant pour les générations futures, pour que ça serve, c'est de leur faire regarder leur environnement différemment. Voilà, la perception qu'on va avoir de l'insecte nuisible ou bien du gain de temps qu'on veut avoir pour produire une quantité. Et même, en fait, ça pose question aussi de nos terres. Parce que finalement, la chlordécone a été utilisée sur des cultures qu'on va appeler des cultures de rente, mais qui ne servent pas à nourrir la population. Avec de l'export. Oui, avec une logique de production qui est quand même particulière. Et finalement, que ce soit la canne ou la banane, c'est de l'export. Et ça a modifié le visage de notre île aussi, cette façon de cultiver. Donc, vous voyez tout ce que ça vient chercher, toute cette complexité-là. Et c'est parce que c'est complexe aussi que des fois, on peut avoir l'impression de ne pas avoir une réponse qui est à la hauteur de la complexité de cet enjeu. Oui, complètement. Et alors, ça m'amène justement au projet enfin, bon, c'est plus qu'un projet maintenant, le podcast que vous allez lancer. Et c'est ça qui était très intéressant quand tu m'en as parlé la première fois pour moi. C'est parce que pour la première fois, le sujet de la chlordécone est abordé sous toutes ses facettes. Parce que souvent, on parle principalement de la pollution du sol et puis les conséquences sur la santé et l'environnement. Mais il y a toutes ces conséquences aussi anthropologiques sur les comportements sociaux, les comportements dans la vie de tous les jours humains. Tu peux nous présenter un petit peu rapidement ce qui est abordé Tout à fait. Ouais. Alors, FAP, c'est le nom du podcast, donc, qui est mis en œuvre par le programme Titiri, donc toujours dans l'objectif d'informer, et là d'apporter l'information différemment. Parce que tu vois, au cours de cette émission, finalement, on a parlé de plein de sujets. Et c'est difficile d'aborder la chlordécone. En fait, nous, on a trouvé que la chlordécone était souvent abordée de la même façon. Alors, quoi qu'il y a de plus en plus de personnes qui y contribuent de façon différente, mais que l'angle médiatique était souvent celui du scandale. Ouais. Ce qui est... peut-être intéressant, mais ce qui n'est pas suffisant, en tout cas, pour se faire une idée de cette problématique et pour faire des liens et pour comprendre comment cette pollution elle vient percuter en fait des modes de vie, des façons de vivre, des façons d'appréhender son environnement. Et a émergé de croiser des voies. Donc FAP, c'est des voies croisées autour de la chlordécone, de croiser des voies, des perceptions, des visions, des gens qui ont abordé ou qui appréhendent ce sujet-là en tant qu'agronome, en tant qu'écologue et écologiste, ou je dirais comme ça, en tant que politiste, en tant qu'ouvrier, des gens qui ont été touchés dans leur chair, qui ont vraiment mis eux-mêmes de la chlordécone comme ouvriers, des personnes qui ont été touchées aussi
de par leur vécu dans leur santé, qui se posent des questions. Moi, j'ai été malade 1 fois, 2 fois, et je sais que dans ma famille, on était exposé à la chlordécone. Quel est le lien? Des personnes qui apportent aussi des réponses avec la santé, donc épidémiologistes. Vraiment, c'est une série d'épisodes, voilà, qui va aborder la question à chaque fois avec un angle différent. Et ce qu'on constate malgré tout, c'est qu'il y a un fil conducteur. C'est-à-dire que les profils sont différents, médias, communication, mais et il y a des angles différents, mais il y a des choses qui en ressortent. Et c'est très intéressant, du coup, de les écouter. Nous, on a appris énormément en les écoutant. Donc, c'est pas que des experts. C'était pas donner la parole aux experts. C'était donner la parole à, du coup, des personnalités comme Dr Dolomo, Jean-Marie Flower, ou à d'autres personnes qu'on connaît moins pour cet aspect-là, comme Monsieur Richard, Jacques Richard, qui est, lui, est fils d'ouvrier et qui a aussi mis de la chlordécone pour aider sa mère, à sa mère aussi qui fait un témoignage. Voilà. Et on en apprend plus et autrement. Et à l'issue de ça, non seulement je pense qu'on a des éléments pour sa santé, et on a aussi des pistes d'action collective, voilà, qui sont soulevées par nos invités. Alors, on pourra jamais aborder tout dans une première saison. Plus on a fouillé, plus on a trouvé de choses à aborder. Et on espère que justement l'écoute sera favorable et qu'on pourra avoir ensuite une deuxième saison où on pourra dire là on a abordé encore plus de choses. Eh ben, c'est super. Donc du coup, nous, on va essayer de participer à la diffusion. Donc on mettra les liens vers ces émissions. Avec plaisir. Et on ira regarder aussi, parce que c'est vrai que c'est un sujet super intéressant. Là, on est obligé de le survoler un petit peu, hein, on passe de manière globale. Mais quand même, on a évoqué des choses intéressantes, importantes. Si on veut aller chercher de l'info sur justement le programme Jaffa, le programme Titiri, ça se passe... Tout ça se passe sur titiri.gp, donc titiri.gp. Et en fait, vous allez non seulement trouver un site qui est très bien outillé avec des réponses à vos questions, où ça se trouve, comment faire pour préserver ma santé, ou encore plus d'informations sur justement ce qu'on sait des effets sur la santé. Donc titiri.gp, et vous allez aussi retrouver le fameux podcast. D'accord, super. Dernière petite question pour la route. Si tu avais un livre à recommander ou... un média, une bande dessinée, quelque chose qui nous permettrait d'en savoir plus? Un seul? Allez, t'as le droit à 2. Waouh, même pas 3. Allez, vas-y, dis-moi. Ok, alors Max. pour ceux qui s'intéressent à la chronologie, pour savoir qu'est-ce qu'on savait, il y a un super travail qui a été fait qui s'appelle Frise chronologique chlordécone, qui est sur Internet. Donc c'est RAC, R-A-K. Vous tapez RAK, frise chronologique, chlordécone. Je suis émerveillée par le travail qui a été accompli là. Donc, moi, j'aime bien donner des sources citoyennes aussi. Hein. C'est bien qu'ils ne sont pas forcément des sources officielles, mais des sources citoyennes qui sont de qualité. Et puis, il y a aussi le travail de Jessica Oublié que vous allez retrouver dans le podcast de FAP, donc qui a produit un roman graphique qui traite justement de la chlordécone, qui s'appelle Tropique Toxique. Là, c'est aussi très, très intéressant. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses pour ceux qui ont envie d'aborder la question sous un angle plutôt, j'ai envie de dire, néocolonial. On peut retrouver les ouvrages de Malcolm Ferdinand, donc, qui est chercheur et qui s'intéresse à l'écologie décoloniale. Donc, c'est très, très, très puissant. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des vidéos de sensibilisation qui ont été produites par le plan Chlordécone et qui permettent quand même d'avoir des informations courtes et faciles à comprendre. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous allez retrouver la plupart de ces liens encore sur notre site titiri.gp, donc n'hésitez pas. Ok, super. Eh ben Axel, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Je te souhaite beaucoup de succès avec ce podcast et puis avec tous les programmes que vous mettez en place aussi. Et puis,
nous nous retrouvons dans une prochaine émission. Si vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé, mettez-nous des likes, mettez-nous des commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine émission. Merci. Merci. Régénération Caraïbes, le podcast.